Normalement, bon, peu importe, j'ai un peu dépassé mon temps, donc je vais me faire gronder. Et voilà, donc vous faites un dosage d'homocystine et on retrouve systématiquement cette augmentation. La B12, vous savez, c'est plus difficile à doser, elle est parfois normale, parfois abaissée, mais il faut considérer dans tous les cas qu'il y a un déficit. Donc, ce qu'on va faire, c'est une rééducation intensive, on va donner de la B12 et on aura une amélioration qui est pas toujours simple. Il y a peu de recul évolutif parce qu'on est au début de la description de ce tableau clinique et en tout cas dans la littérature, il y a déjà des cas qui se sont transformés en forme chronique avec des enfants qui gardent des neuropathies, en tout cas au moins à 1 an et demi après le diagnostic, malgré la correction par l'apport de vitamine B12 et surtout, bien sûr, l'arrêt du protoxyde d'azote. Donc là, on est dans une histoire totalement nouvelle qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je voulais vous en parler parce que le processus, il est quand même métabolique, il est acquis, il n'est pas génétique, pas héréditaire, et on a une solution au niveau métabolique, mais la première des solutions, c'est arrêter bien sûr cette consommation, et surtout qu'elle n'existe pas. Et être moins tolérant, parce que beaucoup, vous savez qu'au début, ça a commencé parmi les étudiants en médecine. Dans les fêtes d'étudiants en médecine, ils ont pris des grandes bouteilles de protoxyde d'azote et ils sont allés tous renifler et s'inhaler. Donc c'est comme, alors c'était du méopa, c'est moins toxique, mais maintenant dans la rue, on a ces formes-là trouvées sur Internet qui sont catastrophiques. Donc ça, c'est vraiment un message à faire passer et on va le diffuser au niveau des centres antipoison. Voilà, j'ai terminé. Donc je voulais dire un grand merci à tout le monde. Ah non, laissez la diapo. Non, pourquoi vous enlevez cette diapo? Laissez-la, s'il vous plaît. Voilà, c'est plus de la... Merci, mes amis. C'est merci, mes amis, exactement. Et vous remercier pour ces 2 jours exceptionnels et passés chez vous. Et puis, ça fait 1 semaine que je suis là et je suis très heureuse de vous montrer un petit peu toutes mes découvertes et remercier en particulier Khalid et Myriam Benamni pour leur accueil et leur chaleur. Merci, Madame Chabrol, pour votre présentation tellement exhaustive. Vous voulez tout dire et on doit tout savoir. Et j'ai dit à M. Beneni, Khalid, est-ce qu'on ne devrait pas, et vous avez un doyen avec nous qui est Siboud Kraoui, est-ce qu'on ne devrait pas revoir la formation des nouveaux médecins maintenant dans les facultés de médecine, à propos de la génétique, à propos de la biologie, à propos d'un tas de choses. C'est-à-dire, dans la formation, c'est quelque chose qui est facilement... alors que c'est l'avenir. L'immunologie, la biologie, la génétique, les traitements, il y a beaucoup de choses à revoir. On est encore dans la médecine classique. La pneumonie, la méningite. Toute la neurologie, c'est la méningite. Toute la pneumologie, c'est la pneumonie. Les convulsions, alors que pour moi, c'est chinois. Les neuropathies métaboliques, c'est du chinois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, chez vous, à Marseille, les médecins sont très forts? Vous avez dit, cette fille, ça fait 10 ans qu'elle traîne, et c'est 1 fois après 10 ans qu'on a fait le diagnostic. C'est ne pas s'arrêter à un diagnostic figé. Il faut faire un diagnostic avec les connaissances qu'on a à un moment donné. On ne peut pas prédire, on n'a pas de boule de cristal. Donc au début, je vous ai montré le cas de cet enfant parce que 10 ans effectivement d'évolution pour avoir un diagnostic, mais on ne pouvait pas le faire. Il y a 10 ans, le diagnostic, on n'avait pas le gène à ce moment-là. Donc il faut attendre les progrès. Par contre, il faut savoir comment récupérer ces progrès en biologie moléculaire. Et c'est vrai que la génétique va beaucoup, beaucoup nous aider. Est-ce qu'on peut faire de la téléconsultation peut-être dans l'avenir Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Il y a la vision, il y a la téléconsultation, et puis après, ce qu'il faut, c'est trouver comment partager les connaissances, ou on a besoin des outils, comment on peut faire avoir accès à ces outils. Il y a des laboratoires qui sont quand même meilleurs que d'autres.
il ne faut pas perdre de temps et pas d'argent. Donc il y a quand même tout un réseau à mettre en place dans le cadre de ces maladies rares, mais qui est indispensable parce que ici, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pratiquement plus de méningites graves. Enfin, il y en a moins. Il y a moins de pneumopathie quand même très sévères. Quand même, on va nous parler des vaccins. Donc les maladies dites rares, eh ben, vous savez quoi, elles deviennent fréquentes. Donc il faut arrêter de parler des maladies rares, ce sont les maladies pédiatriques et 75% commencent dans l'enfance. Et là, il ne faut pas qu'on les rate. Et beaucoup viennent du Maghreb, ce que tu me disais. Ah bah moi, moi je suis à Marseille, hein, donc c'est pareil que vous. Et dans le cadre du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme, 85% viennent du Maghreb. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bousfeha qui est fort dans l'immunologie et la génétique. Exactement. Dans les déficimitaires, par exemple, on s'approche, etc., bien sûr. Et parfois, quand bien on trouve un gène, mais ce n'est pas obligatoirement lui qui est responsable. Et donc, il faut prendre du temps. Et comme ça, mieux poser un diagnostic après quelques mois que d'être trop rapide. Merci. Tout à fait. Merci Brigitte encore une fois, c'est intéressant. C'est bon